Bonsoir. Pourquoi en France des enfants sont-ils nés sans bras dans des villages de Loire-Atlantique, du Morbihan et de l'Ain? Les familles veulent savoir. Quand on se rend compte qu'il y a d'autres cas, donc finalement, c'est peut-être pas dû au hasard. Une des pistes envisagées par certains enquêteurs, celle des produits chimiques épandus dans les champs alentours. Il faut que ça s'arrête. Moi, ma seule motivation, c'est que ça ne se reproduise plus. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Le mystère des enfants sans bras, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Vous entendrez également ce soir les témoignages bouleversants et terrifiants des victimes d'agressions, de menaces, d'insultes à caractère antisémite. On a l'impression d'entendre ce qui s'est passé il y a 70 ans et de se dire c'est quand que ça va finir. Une haine au quotidien à laquelle réagira sur notre plateau Robert Badinter. C'est un mystère que les autorités sanitaires peinent à expliquer. Pourquoi, en France, dans des périmètres très restreints, des bébés naissent sans bras? Dans l'Ain, le Morbihan ou la Loire-Atlantique, le nombre de cas de malformation congénitale interroge les familles et des scientifiques. Y a-t-il des causes génétiques, environnementales, chimiques? Pour le savoir, nous avons décidé d'enquêter. Nous avons rencontré des ingénieurs, des agronomes ou des épidémiologistes. Et ce que nous avons découvert pose question. Le mystère des enfants sans bras, l'enquête est signée Virginie Villard, Mathieu Bierden, Mathieu Nivenglowski et Marielle Crook. C'est rien. Charlotte a 7 ans. C'est une petite fille joyeuse et débrouillarde. Tu prends ton vélo, toi, Arthur? Oui. Elle est née sans avant-bras gauche. Et donc, papa, d'abord, il met la prothèse en fil, et puis on fait un lourd, tic, tic, tic. Puis après, on fait un nœud, tac, tac, plat. À quoi ça sert cette prothèse, Charlotte? Ça m'aide à faire du vélo, et sinon, j'ai mal au dos et je suis pas bien équilibrée. Et Arthur, mon petit frère, mais un jour, il m'a aidé à faire du vélo. En fait, elle chausse son vélo comme nous, on chausse des Et chaussures. en fait, maman, il quelque pleut, chose comme et ça. donc on va aller faire du vélo, mais 5 minutes, parce qu'il pleut. Ah, oh non, c'est encore coincé. Allez, jusqu'en haut, sans mettre les pieds par terre. Personne ne sait pourquoi Charlotte est née avec cette anomalie. Elle a dû apprendre à vivre avec ce mystère. Froid ou chaud? Froid. Ah, là voilà un sac à la soupe. Donc tu passes un des deux au hasard. Isabelle et Antoine, les parents de Charlotte, ont longtemps cherché des réponses. Tu passes le même trou du bouton au-dessus. Dans leur famille, il n'y a jamais eu ce type de malformation. Le handicap de leur fille n'a pas été détecté lors des échographies. Donc ça c'est une photo, je pense, en milieu de grossesse, épanouie, contente. On sait que c'est une petite fille, on est ravis, quoi. Enfin, il n'y a pas rien d'autre à dire. C'est à l'accouchement qu'elle découvre que son bébé n'est pas comme les autres. On a mis Charlotte directement sur moi. Voilà, la sage-femme l'a enveloppée pour me la mettre sur moi. Et donc là, il y a eu un petit moment où, on va dire, personne n'avait rien remarqué. Et donc, elle soulève Charlotte. Et là, voilà, je vois Charlotte, je vois son bras, je me retourne vers mon Antoine qui était juste à ma gauche debout. Et je dis, il y a un problème à son bras, il y a un problème à son bras. J'ai l'impression de le découvrir en même temps que je l'annonce, moi, à toutes les personnes qui sont dans la salle d'accouchement. Et voilà, enfin, c'est irréel, quoi. Ça, c'est une des plus belles photos. C'est une photo qu'on avait gardée pour le faire part de naissance. Donc là, on a une petite qui rigole, qui joue. On est déjà dans
on a déjà complètement dépassé le stade de la tristesse. Une fois le choc passé, Isabelle doit apprendre à accepter le regard des autres. Autant la première année de vie de Charlotte, j'ai eu beaucoup de mal. Je la cachais dans ses vêtements quand j'allais faire les courses au supermarché parce que j'avais pas envie d'avoir un regard, peut-être parce que moi je n'étais pas à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, je suis fière d'être sa mère et du coup, franchement, j'ai envie qu'on voit que ce soit ma fille et qu'on voit qu'elle se démerde et parce qu'elle envoie quelque chose, elle envoie une leçon de vie. Donc en ça, c'est quelque chose de positif finalement. Mélodie. Pourquoi la fillette est-elle née avec cette anomalie rarissime? Une malformation qui touche chaque année 150 enfants en France. Elles vont refroidir. Ils vont refroidir parce que là... Pour tenter de comprendre, il faut revenir au tout début de l'histoire. Ici, à Guidel, en Bretagne, en 2011, quand Isabelle tombe enceinte de Charlotte. Elle vit alors dans cette petite ville de 12 000 habitants dans le golfe du Morbihan. Voici la maison qu'ils habitent à l'époque, un peu à l'extérieur de la ville. Pendant 1 an, ils pensent être les seuls à vivre ce drame. Jusqu'au jour où ils apprennent qu'une autre famille de Guidel traverse la même épreuve. Je vais faire la vaccination de Charlotte, je sais plus, elle a 8 mois, 9 mois. Et la médecin me dit, dans ma patientèle, j'ai une maman qui attend une petite fille qui a la même malformation que Charlotte. Est-ce que je peux lui donner vos coordonnées si elle souhaite vous appeler? Et donc moi, évidemment, je réponds oui. Et quand sa petite a eu 2-3 mois, elle m'a contactée pour qu'on se rencontre. C'était un chouette moment de partage. Il n'y a pas du tout eu de questions sur les causes ou sur nos points communs. C'était un peu une étrange coïncidence. À cette époque, Isabelle est loin d'imaginer ce qu'elle va découvrir. Ce ne sont pas 2, mais 4 enfants au total qui sont nés sans bras à Guidel en 18 mois, sur un rayon d'à peine 10 km. À 5 km de Charlotte, vit la petite Aliénor. Elle est née 10 mois après elle, avec le même handicap. Un peu plus au sud, Caddy, une fillette de 6 ans, n'a que 3 doigts à la main gauche. Léo, 8 ans, vit au centre-ville, toujours à Guidel. Écris mieux que ça, là. Au total, il y est allé combien de fois? Donc, c'est une... Une addition. Voilà. Du coup, c'était plus. Voilà. Alors, je sais que ça fait 14. Comme Charlotte, Léo n'a pas de main gauche. Il est né en octobre 2011, 8 mois avant elle. 19. T'en enlèves un. Mélinda, sa mère, Ou alors tu fais... a parfois cru que c'était de sa faute. Plus 1. Elle s'est posé des questions sur son mode de vie. Pas très alors. On vous dit oui, c'est rare, mais ça arrive. Ben, on se pose des questions, on culpabilise. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Alors on se retrace un peu toute notre grossesse. Et puis au bout du compte, on se rend compte qu'on n'a rien fait de mal. On n'a pas consommé d'alcool, pas de drogue, rien de dangereux pour le bébé. Et après, quand on se rend compte qu'il y a d'autres cas, donc finalement on se sent moins seul. Et on se dit que finalement, c'est peut-être pas dû au hasard. Aujourd'hui, Mélinda est convaincue qu'il y a une explication au handicap de son fils. D'autant que Guidel n'est pas la seule ville concernée par ces naissances mystérieuses. Dans le petit village de Mouzeil, en Loire-Atlantique, 3 enfants sont nés avec un bras manquant entre 2007 et 2008. Dans l'Ain, 8 autres entre 2009 et 2015, sur un rayon de 17 km. En 10 ans, 15 enfants sont nés avec ce même handicap, sur de tout petits périmètres.
Ces cas sont connus des autorités depuis longtemps. Santé publique France, l'agence de veille sanitaire, a été alertée il y a plus de 7 ans. Mais quand en octobre, l'affaire dite des bébés sans bras est révélée par nos confrères de l'Œil du 20h, son directeur avoue qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Ça peut avoir une cause chromosomique, une cause médicamenteuse, une cause environnementale. Peut-être qu'elles sont mixtes, mais aujourd'hui, on n'a pas la moindre petite piste qui nous permet d'avancer. Quelques jours plus tard, il annonce que l'enquête n'ira pas plus loin. Un choc pour les familles. On a été jusqu'au bout de ce qu'on savait faire. Moi, je veux bien continuer à chercher, mais c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Sa déclaration déclenche le malaise au plus haut de l'État. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, finit par le désavouer et affirme qu'il y aura bien une enquête. Moi, je veux savoir, Monsieur Bourdin, la population, j'imagine. je pense que toute la France veut Mais savoir. évidemment. Et donc, ce que je demande, c'est que l'agence Santé publique France et l'ANSES, qui est l'agence qui surveille l'environnement, se mettent ensemble pour explorer ces cas. Pourquoi l'État a-t-il mis autant de temps à réagir face à tous ces cas inexplicables? C'est la question que se pose une femme. Cette épidémiologiste a alerté les autorités sanitaires pendant des années, en vain. Et tu es obligée de choisir un pays? Oui. Emmanuelle Amar est directrice d'un organisme qui recense toutes les malformations congénitales dans la région Rhône-Alpes. C'est elle qui a découvert les premiers cas dans l'Ain il y a 7 ans. 7, 8, voilà, c'est ça. D'accord. C'est une zone très réduite, des petits villages très peu peuplés, essentiellement agricoles, zone rurale. Vous voyez du bleu et du vert. Le bleu, c'est les étangs. Le vert, c'est de l'agriculture. Ce qui interroge, c'est surtout le fait qu'ils soient groupés. Pourquoi? C'est rare. Oui, parce que si on avait une distribution au hasard, la probabilité qu'ils tombent tous à l'intérieur de ce petit cercle, elle était assez faible. Et la probabilité qu'elles tombent tous à l'intérieur de ce petit cercle, et puis un autre en Morbihan, puis un autre en Loire-Atlantique, a été encore plus faible. Santé publique France considère qu'il n'y a pas d'excès de cas dans l'Ain. Mais Emmanuelle Amar reste persuadée que c'est anormal. Alors pour trouver des explications, dès 2014, elle décide d'élaborer elle-même un questionnaire auquel ont répondu les 8 mamans du département de l'Ain. C'est un questionnaire qui fait 28 pages, très exactement, et qui porte, vous voyez, les dernières pages portent sur les expositions chimiques qui vont de la teinture pour cheveux à la peinture sur les murs, aux solvants qui peuvent être utilisés essentiellement en milieu professionnel, des engrais, parce qu'on se trouve en zone rurale. Donc, toutes ces questions sont posées aux maires, y compris le chauffage qu'elles ont, etc. Toutes les expositions sont investiguées. Ce questionnaire a permis, selon elle, d'éliminer certaines pistes. Le facteur héréditaire d'abord. Aucun antécédent n'a été trouvé dans les familles. L'hypothèse des médicaments a aussi été écartée. La viande, l'eau, est-ce qu'elle est en bouteille, pas en bouteille, si en bouteille. Puisque ça ne vient pas de la personne elle-même, ce n'est pas endogène, c'est forcément de l'extérieur, de l'espace. C'est quoi l'espace? C'est quoi? C'est l'environnement. C'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas moi. Donc c'est tout ce qui n'est pas madame et monsieur et qui habite là. C'est quoi? C'est l'air? C'est quoi? Ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être un virus, ça peut être un produit utilisé dans cette région-là, comme qui peut avoir été utilisé aussi en Bretagne. On n'en sait rien. Ce qu'on dit simplement, il faut être humble, il faut se mettre autour d'une table et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait avoir causé ce type de malformation. Est-ce que c'est un produit nouveau? Est-ce que c'est un cocktail de produits? On n'en sait rien. Après avoir envisagé plusieurs facteurs de risque, Emmanuelle Amar veut désormais explorer l'environnement. Certains scientifiques étudient la piste des pesticides. Car toutes les communes concernées par ces naissances énigmatiques ont un point commun. Elles sont au milieu des champs, en pleine zone agricole. Et si Isabelle, Mélinda et les autres mamans de Guidel avaient été exposées à des pesticides épandus sur ces cultures pendant leur grossesse? C'est la thèse d'Hervé Gillet. Ici, on a 244. Ici,
4 cas autour de Guidel. Puis il y en a 2 qui sont plus en limite de la zone urbanisée. Il a travaillé 20 ans au ministère de l'Agriculture, au sein d'une brigade de contrôle. Qui sépare bien les parcelles. À la brigade, j'allais partout, mais on faisait le tour de France quelquefois. Il surveillait le bon usage des pesticides. Ce Breton est aujourd'hui retraité et se passionne pour l'affaire des enfants nés sans bras. Depuis quelques mois, il tente de réaliser une cartographie précise des différents types de cultures autour de Guidel et des produits chimiques qui ont été utilisés. Donc moi j'espère que les agriculteurs, ils vont comprendre ça, parce qu'on n'est pas dans du procès d'intention de l'agriculture là. C'est dépassé ça, dans cette affaire-là. On est dans une enquête sanitaire qui concerne des enfants qui ont en fait des malformations. Mais moi j'en ai eu une aussi à la naissance, mais je sais ce que c'est moi au quotidien de vivre ça. Donc c'est tout, il faut que ça s'arrête. Ma seule motivation, c'est que ça ne se reproduise plus, mais pour ça, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. L'hypothèse d'Hervé Gillet est la suivante. Lors des épandages, des gouttelettes de pesticides portées par le vent auraient pollué l'air respiré par les mamans. Les scientifiques appellent ça la dérive de pulvérisation. L'enquête commence sur le terrain, au milieu des champs, devant l'ancienne maison des parents de la petite Charlotte. La maison concernée, c'est celle-ci, là, juste ici. Pour connaître les produits phytosanitaires auxquels la maman a été exposée, Hervé Gillet doit d'abord répondre à une question. Quelle culture y avait-il autour de sa maison quand Isabelle est tombée enceinte de Charlotte ? Pour le savoir, il utilise une application qui s'appelle Géoportail. Cette base de données publique recense les variétés cultivées chaque année par les agriculteurs. Il suffit d'entrer une adresse. Nous mettons celle d'Isabelle et Antoine. Ce point-là, c'est la géolocalisation de la maison. Voilà. D'accord. Et là, on va aller Nous choisissons l'année 2012, celle où Isabelle était enceinte. 12. Sur l'écran, toutes les parcelles cultivées à cette époque apparaissent en couleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des couleurs vert fluo là. Oui. Ça, c'est des parcelles qui sont cultivées en maïs. D'accord. Ici, on voit du vert beaucoup plus clair là. Ouais. D'accord ? Ça, c'est une culture de céréales. Ça, la culture la plus proche, c'est du blé. Effectivement. La malformation survient au cours des 3 premiers mois de grossesse. Isabelle était enceinte dès septembre. Des céréales, non, ici en jaune. Ouais, Et qu'est-ce qui se passe pour le blé en septembre, octobre, novembre? Disons qu'en septembre, octobre, novembre, c'est la période déjà des semis du blé. Donc ça va être. On sème le blé. On sème le blé. Les traitements éventuels qui vont être faits sur la culture vont être surtout liés à des pucerons qui vont, entre guillemets, atterrir sur la parcelle. Cette parcelle est à 150 mètres de l'habitation. Avec le vent, une pulvérisation d'insecticides aurait-elle atteint la maison d'Isabelle ? « 5 kilomètres plus loin, Hervé Gillet réalise exactement la même recherche autour d'une autre maison où est née une petite fille sans bras gauche. L'enfant a été conçu en 2012. Alors, quelles étaient les cultures en 2012? Donc cette parcelle est là, c'était donc en 2012, il y avait du maïs. Donc voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin de la maison, on est allé à 200 mètres de la maison. C'est plutôt du blé et du maïs là qu'il y avait en 2012. Donc, Les cultures sont les mêmes que celles proches de chez Isabelle, la maman de Charlotte. Mais dans ce deuxième cas, la mère est tombée enceinte en juillet. À cette période, en 2012, seule la culture du maïs était susceptible de recevoir des traitements phytosanitaires. Car le blé, on a vu qu'il y avait beaucoup de blé, était quasiment tout proche de la récolte, de même que le colza. Le colza est même récolté avant. Donc il n'y a pas d'intervention phytosanitaire sur des cultures qui sont
proche de la récolte. D'accord. Donc voilà les conséquences. Hervé Gillet en déduit que le champ de maïs a sans doute été traité avec un insecticide. En analysant les 4 cas de Guidel, il a ensuite découvert que les années 2011 et 2012 avaient été particulièrement difficiles pour les cultures du Morbihan. Un document de la Chambre d'agriculture de Bretagne parle d'attaques d'insectes, de prolifération de champignons et de parasites. Les femmes enceintes auraient-elles été exposées à une utilisation massive de traitements chimiques sur les parcelles? Sur les céréales, pour les champignons, on était en niveau 3 en 2012. Quand on est en niveau 3, ça veut dire qu'il faut traiter. C'est clair, parce que c'est le maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un risque 3 ? Ça veut dire déjà que les agriculteurs peuvent être amenés à faire des traitements supplémentaires dans leur culture. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient à 1 traitement, ils vont passer à 2. Et ceux qui étaient à 2 vont passer à 3. Pour éradiquer les maladies et les insectes. Pour essayer de contenir, si vous voulez, le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que lorsqu'il y a des pics comme ça de risques, est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une utilisation plus importante de pesticides? Certainement, de fongicides, c'est clair. Ça, c'est sûr. Pour connaître la quantité des pesticides utilisés à Guidel à cette époque, il faut consulter les cahiers d'épandage. Ce sont des documents que les agriculteurs remplissent à chaque fois qu'ils traitent un champ. Ils doivent inscrire la date de l'épandage, la surface épandue et surtout le nom du pesticide. Ces cahiers d'épandage sont obligatoires depuis 2005. L'agriculteur doit les fournir en cas de contrôle des autorités. Mais quand nous cherchons à les consulter pour notre enquête, nous nous heurtons à un mur de silence. Là, vous faites une enquête, mais ça va pas être simple, votre affaire. Sur les 10 agriculteurs de Guidel, aucun n'a voulu nous rencontrer. Nous avons réussi à parler à certains par téléphone. Vous avez un cahier où vous devez tout noter, tout ce que vous mettez. Oui. Et ce cahier, vous accepteriez de nous le montrer à nous? Non, parce que qu'est-ce que vous voulez en faire? En fait, si vous venez faire un reportage, c'est un peu pour nous accuser. De toute façon, on a obligation de tenir un registre, donc c'est noté. Hein. Et on pourrait le regarder, ce registre? Non, moi, je vous dis tout de suite, c'est niette. Hein. Je vais pas montrer ça à un journaliste. On sait très bien, on va être malmené, donc c'est même pas la peine. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose, c'est carrément demander à la coopérative. Vous demandez à la coopérative, ils ont ces papiers-là. Les agriculteurs nous renvoient vers les coopératives. Pour bien comprendre leur rôle, un schéma s'impose. En amont, il y a les fabricants de pesticides comme BASF, Dow, Bayer ou Syngenta. Ces géants de l'agrochimie vendent leurs produits à ces fameuses coopératives agricoles, des entreprises qui appartiennent à des collectifs d'agriculteurs. Ces coopératives délivrent des ordonnances aux agriculteurs avec la liste des produits qu'ils ont le droit d'épandre, les quantités à appliquer et la fréquence de traitement des parcelles. Nous nous rendons au siège de l'une des plus grosses coopératives de Bretagne. Quels sont les produits qui ont été utilisés dans les champs proches de ces maisons-là? Les agriculteurs qui sont capables de dire ça. Alors, les agriculteurs, ils nous disent que c'est vous qui êtes plus capable de nous dire ça? Ils ont des prescriptions, ils savent exactement ce qu'ils ont mis dans leur champ. Le cahier, c'est l'agriculteur qui doit vous montrer. Oui. Ça m'étonnerait qu'un agriculteur ait envie de vous allez vous montrer ça. Nous n'obtiendrons pas ces informations. Mais après plusieurs mois d'enquête, nous nous sommes procuré un autre document très intéressant. C'est la liste de tous les pesticides achetés par les agriculteurs de Guidel entre 2011 et 2017. Elle recense 133 molécules différentes. Cyproconazole, spiroxamine. Derrière ces noms scientifiques,
des produits courants dans le monde agricole. Je vous avais transmis Nous avons demandé à Hervé Gillet de nous aider à décrypter cette liste. des produits phytosanitaires. Il a identifié 21 molécules potentiellement risquées pour les femmes enceintes grâce à Agritox, la base de données référence pour les autorités sanitaires. Ces substances mettraient en danger le fœtus. Des produits qui se trouvent avec des phrases de risque du type H360, D et F, qui sont classés au plan toxicologique comme possédant des propriétés susceptibles de nuire au fœtus. Pour en tirer des conclusions... Selon Hervé Gillet, les mères auraient pu être victimes d'un effet cocktail. L'exposition à un grand nombre de produits chimiques différents. Une théorie difficile à vérifier, car la science sait encore peu de choses sur l'interaction des molécules entre elles. Cette hypothèse inquiète aussi beaucoup les familles des enfants nés mal formés dans l'Ain. À Villars-les-Dombes, par exemple, une bourgade de 4500 habitants. C'est ici que vivait Axelle Lessy quand elle attendait son fils. Louis est né en octobre 2012, sans main droite. Axelle nous montre l'immeuble où elle habitait pendant sa grossesse. À l'époque, c'était beaucoup moins construit. Donc c'est là, au 3e. Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous à l'époque? Il y avait des champs, on est dans une zone rurale de toute façon, donc voilà. Il n'y avait pas des travaux, il n'y avait pas des usines autour de vous à cette époque? Non, non. Sur Villars, il n'y a pas des grosses usines, quoi. Enceinte de Louis, Axelle allait souvent se balader dans les champs juste derrière chez elle. J'allais pas vers les voitures, pas au centre-ville. J'allais principalement vers les champs. Il y avait quoi dans ces champs? Des champs de quoi? Des champs cultivables, des prés. Il y avait un tracteur qui mettait de l'engrais, oui. Et donc, ça m'a même piqué le nez. J'ai dit aux enfants, on fait demi-tour. Ça me pique le nez, ça me pique les yeux. On fait demi-tour. Et je voyais bien l'agriculteur qui était avec son engin, son tracteur derrière... pour semer, enfin, il semait pas, il traitait, quoi. À Villars-les-Dombes, les terres agricoles sont à moins d'1 kilomètre du centre-ville. C'est dans ce paysage de champs cultivés et d'étangs qu'Axelle se promenait pendant sa grossesse. Aurait-elle été exposée à des produits chimiques à cette époque ? Une nouvelle fois, nous tentons d'en savoir plus auprès des agriculteurs de la région. Une nouvelle fois, nous n'obtiendrons aucune réponse. Bonjour monsieur. En fait, nous on fait un reportage dans la région sur, vous avez dû en entendre parler, sur l'affaire des bébés sans bras. Ah ouais, Et on s'interroge un petit peu sur les produits chimiques qui sont utilisés. c'est pas dire Monsanto Soudan. Comment? On travaille qu'avec Bayer et Monsanto Soudan. C'est-à-dire? Eh ben, c'est tous les produits qui sont autorisés, qui nous vendent. D'accord. Nous lui parlons des fameux cahiers d'épandage. Merci, c'est gentil. Et vous accepteriez de jouer la transparence, de nous montrer ces carnets pour savoir quels produits ont été utilisés à cette époque? Ah mais moi c'est pas à moi de vous, c'est mon père hein, qui a. Moi mon père ça m'étonnerait, puis je pense que depuis qu'il est à la retraite, enfin, il y a longtemps que les carnets ils ont servi à allumer le poil, je pense. Ah, il les a plus. On n'a pas besoin de. Au fil de la discussion, cet agriculteur nous confie qu'il a des doutes sur ses propres pratiques. Aujourd'hui on fait quoi? Moi je m'en fous, hein, moi, de ne pas en utiliser, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi je suis mieux avec mon fils, hein, à la limite. Hein. C'est-à-dire, je suis mieux avec mon fils? Eh ben, j'ai autre chose à foutre que de balancer de la merde sur mes terres, hein, à la limite. Hein. Pourquoi vous dites de la merde? Bah parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les engrais, tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, ça vous pensez que c'est... Bah c'est pas extrêmement bon, quoi.
pour moi, pour tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, on n'a pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il faut produire. Aujourd'hui, on est rentré dans un système où il faut produire. Il faut faire de la quantité, il faut faire de la qualité. Et aujourd'hui, nous, si on a un grain de blé qui est pas... Même le maïs, hein, qui n'est pas plein rempli, ils nous mettent une soustraction. C'est-à-dire que vous le vendez moins cher? Eh bien, bien sûr, voilà. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse le maximum de choses pour qu'on puisse se sortir un petit peu un salaire, quoi. Au cours de notre enquête, nous allons découvrir une pratique agricole courante, mais inconnue du grand public. Des produits chimiques sont testés dans les champs, à l'air libre, alors qu'ils n'ont pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Les fabricants de pesticides recherchent régulièrement de nouvelles formules. Ces expérimentations sont légales. Elles sont encadrées par l'ANSES, l'Agence de sécurité alimentaire, qui délivre les autorisations pour ces tests. C'est un agriculteur de l'Ain qui nous le confirme. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ils mettent des nouveaux produits à l'essai, quoi. Après, c'est des petites quantités, c'est vraiment infime. Et vous savez quel produit vous mettez dans le champ? Non, il faudrait mieux demander dans les coopératives, à mon avis. Eux, ils font comme ça les nouveaux produits qu'ils ont lancés. Est-ce qu'après, retrouver ça, je pense que c'est mieux à eux, enfin, chez eux, que ce sera le plus... Pour en savoir plus, nous nous rendons à la coopérative. À la demande des industriels de l'agrochimie, elle teste l'efficacité des nouveaux produits avant leur homologation. Elle a refusé nos demandes d'interview. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, elle nous a dit que la coopérative faisait des expérimentations en plein champ de produits de pesticides. Le mot qui va pas. Ouais, on arrive à faire ça, oui, effectivement. Ce technicien agricole coordonne les essais dans tout le département de l'Ain. C'est quoi qu'on teste, par exemple, un herbicide De l'herbicide, du fongicide, des insecticides, voilà, vous avez fait le tour des produits. Et donc, c'est des produits qui ne sont pas encore sur le marché? Non, ils sont pas, on parle, dans notre jargon, on dit qu'ils sont en N-1, c'est-à-dire qu'ils sont à une année de l'homologation. À chaque fois, on travaille bien à l'échelle de la micro-parcelle, c'est-à-dire qu'au maximum, on traite 10 mètres carrés, répétés 2 ou 3 fois ou 4 fois. Et puis, l'intérêt pour nous, c'est de voir si localement, le produit nouveau qui arrive, est-ce qu'il fait déjà au moins aussi bien que ce qui existait? D'accord. Est-ce qu'il fait mieux le travail? Dans ce cas, c'est plutôt intéressant. Combien de produits différents vous avez testés ces 10 dernières années? Waouh! En fongicide, on peut avoir quoi? 2 ou 3 nouveaux produits en un an. En herbicide, ils peuvent être un petit peu plus inventifs parce qu'ils retouillent un peu les matières actives, mais selon les espèces, il y a 2, 3 ou 4 produits. Et vous assurez parfois la dangerosité d'un produit? Non. Avant que nous, on soit autorisé à toucher le produit, ce sont des dossiers qui ont été validés par l'administration. D'accord. C'est ça, il n'y a pas un feu vert là-dessus, nous, on ne peut pas toucher le produit. D'accord, d'accord. C'est clair. Quelles sont les substances qui ont été expérimentées dans l'Ain quand les mères étaient enceintes? En quelle quantité? Le service communication de la coopérative nous a finalement envoyé un mail. Il évoque seulement 2 expérimentations en 7 ans. Concernant les essais de plein champ de produits de santé végétale sur ce territoire dans les années 2008 à 2015, nous avons fait 2 essais au total sur des recherches en herbicides maïs en 2011 et 2015 sur Villars-les-Dombes. Malgré nos nombreuses relances, nous n'aurons aucun nom de molécule, aucune date précise, mais un lieu, Villars-les-Dombes. C'est là que résidait Axelle Lessy. Aurait-elle été en contact avec des produits chimiques testés à côté de chez elle? D'autant que les coopératives ne sont pas les seules à faire des essais dans sa ville. Les géants de l'agrochimie font aussi appel à des sociétés privées spécialisées dans les expérimentations agronomiques. Partout en France, une quarantaine d'entreprises travaillent directement pour eux. Nous contactons l'une d'elles, une des plus grosses du secteur.
Vous, par exemple, vous travaillez pour Syngenta, Bayer, vous testez des produits pour eux. Vous travaillez à Villars-les-Dombes, par exemple? Oui, on travaille dans plein d'endroits, on a plein d'essais. Chaque année, on met en place plus de 3000 essais en France. Est-ce que vous acceptez de jouer la transparence avec nous et de nous dire, si je vous pose la question, entre 2008 et 2015, dans les villages concernés de l'Ain, Villars-les-Dombes, Saint-Martin-du-Mont, Dompierre-sur-Veille, Bourg-en-Bresse, est-ce que votre société a fait des tests, des expérimentations? Et si oui, est-ce que vous accepteriez de me les montrer? Et de me dire concrètement ce que vous avez testé comme produits chimiques? Le problème, c'est que je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que tous les produits sont codés chez nous. Ah, vous connaissez même pas la molécule que vous testez, en fait? Non, vous ne connaissez pas le produit. Faut vous rapprocher des firmes. Est-ce que, par exemple, parfois, vous vous dites que on ne connaît pas l'effet, par exemple, sur la santé, de la toxicité d'un produit? Ça vous fait peur, ça? Vous êtes posé la question, parfois? Bien sûr qu'on se pose toujours cette question. C'est pour ça qu'on est de plus en plus vigilants sur les conditions d'application, le recyclage des produits non utilisés, des bidons. Enfin, on est forcément au top à ce niveau-là. Forcément. Les grandes firmes ne donnent aucune information sur les futurs pesticides pour protéger leurs secrets industriels. L'une d'elles, Bayer, nous a répondu. Elle confirme avoir réalisé 3 essais à l'époque, dont 2 à Villars-les-Dombes. Des tests validés par l'ANSES qui auraient écarté toute toxicité du produit. À nouveau, nous n'aurons aucun nom de molécule. Ceux qui auraient pu nous en dire plus sont au ministère de l'Agriculture. Tous les tests pratiqués en France y sont archivés. Pourtant, malgré nos nombreuses relances, nous n'obtiendrons jamais ces informations. Là encore, le silence et autant de questions sans réponse pour les familles. Alors, face à toutes ces interrogations, les experts cherchent sans relâche. Une autre piste sérieuse est explorée, celle de l'eau. L'eau du robinet qu'ont bu toutes ces femmes pendant leur grossesse. Était-elle polluée? A-t-elle pu causer le handicap des enfants? De précaution ou la rigueur scientifique. Cette question hante Géraud Bournet. Il est ingénieur spécialiste de l'eau et étudie les différentes pollutions dans les rivières et les nappes phréatiques depuis 15 ans. Voilà. Et du coup, à mon sens, c'est un des documents les plus complets. Depuis qu'il a entendu parler des cas d'enfants nés sans bras, il mène l'enquête. Il y a beaucoup de micropolluants qui existent, qu'on prenne les métaux, qu'on prenne les détergents, qu'on prenne les produits phytopharmaceutiques, les pesticides. Il y a énormément en fait, de molécules. Dans une base de données spécialisée, Géraud Bournet a d'abord recherché les polluants susceptibles de provoquer une malformation. Dans le jargon scientifique, on parle d'effets tératogènes. On trouve une molécule qui a des effets tératogènes, le plomb. Et là, les effets sont décrits à faible dose. On va trouver des malformations mineures et ralentissement de la croissance et du développement psychomoteur. Il passe au crible une dizaine de molécules. En ce moment, il analyse le périmètre de l'Ain. Ce rayon de 17 km, où 8 enfants malformés sont nés en l'espace de 5 ans. Pour finir, le cadmium. Au préalable, il vérifie si toutes les villes sont alimentées par la même eau potable. Alors, Saint-Martin-du-Mont, dans l'Ain. Oui. Il cherche les différents puits d'approvisionnement. Voilà. Alors donc, sur les 8 communes qui ont été recensées, eh bien, il y a plus d'une vingtaine en fait, de puits qui sont exploités. Donc, et qui ne sont jamais les mêmes. Voilà, et qui ne sont pas forcément les mêmes d'une ville à l'autre. Mais là, concrètement, en fait, les mamans de ces différentes villes n'ont pas bu la même eau du robinet. Là, a priori, sur ce qu'on trouve, la question, elle reste ouverte, mais a priori, l'eau peut être de provenance différente. Est-ce que, pour l'instant, pour vous, c'est suffisant pour exclure la piste de l'eau ? Pas forcément,
puisqu'il y a encore quelque chose qui peut se passer, c'est-à-dire que ces différentes ressources en eau puissent être contaminées par un ou plusieurs polluants similaires. C'est-à-dire C'est-à-dire peut-être des pesticides qui sont utilisés sur l'ensemble du bassin où on va retrouver tous ces puits et qui du coup auraient pu contaminer la ressource. Ce sont des ressources en eau souterraines. Géraud Bournet n'en est qu'au début de ses recherches. Contaminées ou contaminables. Il lui faudra de longs mois pour retrouver toutes les analyses d'eau de la région et retracer les éventuelles pollutions de l'époque. Il y a plusieurs étapes comme ça dans le réseau. En février, il a rejoint le comité d'investigation constitué par la lanceuse d'alerte, Emmanuelle Amar. Des scientifiques et des médecins mettent en commun leur expertise pour tenter d'élucider le mystère des bébés sans bras. L'enquête, promise par la ministre de la Santé, elle, commence à peine. À Calan, un village à 20 km de Guidel, une famille vient tout juste de recevoir le questionnaire des autorités sanitaires. Lola a 7 ans. Elle est née en novembre 2011, avec un bras qui s'arrête au poignet. Tu veux que je fasse tes cheveux? Que je t'attache les cheveux? J'ai chaud. Tu cries pas, hein? La seule difficulté qu'elle a, c'est pour s'attacher les cheveux. C'est la seule chose où c'est plus compliqué pour toi pour t'attacher les cheveux. Bon, après, c'est vrai que t'as les cheveux tellement fins, ça glisse tout le temps. Même moi, déjà, je galère un peu. Ça va? Aurélie, sa mère, n'avait jamais entendu parler des autres enfants sans bras avant qu'ils ne fassent la une des journaux. On a été étonnés, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'enfants. Je savais qu'il y avait des enfants parce que quand ma fille est née, donc en novembre 2011, à la maternité, donc il y avait personnel soignant, je sais plus si c'était sage-femme ou infirmière, qui m'ont dit « Ah bah tiens, c'est étonnant, il y a un petit garçon qui est né avec la même malformation la semaine dernière. » Le petit garçon en question, c'est Léo qui vit au centre-ville de Guidel. Ils ont une semaine d'écart avec Lola. Aurélie et son mari se sont manifestés auprès des autorités sanitaires à l'automne dernier. Ils doivent maintenant répondre à 69 questions, 7 ans après la naissance de leur fille. Au cours de la grossesse et du mois précédent, avez-vous pris les médicaments suivants? Du paracétamol? Sans doute, peut-être, je sais pas. Enfin, ça paraît tellement loin que on veut-tu répondre aux questions, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce questionnaire? Bah, envoyer 7 ans après le questionnaire, c'est un peu compliqué d'y répondre. Très compliqué. Il y a la moitié des questions, je pourrais même pas y répondre, je pense. 7 ans après, je pourrais pas dire, savoir si j'ai pris du paracétamol à 1 mois avant de tomber enceinte. J'en suis incapable de répondre à cette question. Travail, début de grossesse. Les parents de Lola ne comprennent toujours pas pourquoi l'État a mis autant de temps à se pencher sur leur cas. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire? Est-ce que... voilà, c'est peut-être un sujet délicat, mais il va falloir l'aborder quand même. Parce que quand votre enfant vient vous voir, vous pose des questions, au final, on noie le poisson en disant bah, c'est comme ça, c'est la vie. Au final, non, c'est pas la vie, c'est pas comme ça, il y a forcément quelque chose. Et Lola doit le savoir. Là, elle est jeune, mais peut-être quand elle va arriver à l'adolescence, ou même en tant que jeune maman, peut-être qu'elle va vouloir se poser des questions, savoir. Et je pense que pour elle, après, même s'il n'y a pas forcément de réponse, mais qu'elle sache qu'on s'est battu pour essayer d'avoir des réponses, qu'elle se dit, bah, ils n'ont pas laissé tomber et bah, ils ont été là et ils ont tout fait pour essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Je dis que même pour elle, pour plus tard, dans sa vie d'adulte, il faut qu'on le fasse, quoi. Le combat des familles durera sans doute plusieurs années. La question, c'est est-ce que pour vélo et danse, on fait un... Isabelle, Mélinda et les autres parents attendent avec impatience les premiers résultats de l'enquête publique. L'État a promis de rendre ses conclusions à la fin du mois de juin. Voilà.
Bonsoir, Jérôme Salomon. Bonsoir, Élise Lucet. Vous êtes professeur, directeur général de la Santé et vous coordonnez l'enquête qui a été relancée par le ministère de la Santé, justement. Elle est menée par Santé publique France et par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Vous avez vu à l'instant les pistes qui sont évoquées dans notre reportage. Il y a d'un côté les épandages de pesticides à proximité des domiciles des femmes qui étaient enceintes, les essais en plein champ des produits phytosanitaires qui ne sont pas encore homologués, il y a aussi l'analyse de l'eau. Est-ce que ce sont des pistes sur lesquelles aujourd'hui, vous travaillez ? Toutes les pistes sont actuellement étudiées et tous les experts sont mobilisés. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, nous avons mobilisé l'ensemble de l'expertise nationale. Nous regardons ce qu'il se passe à l'étranger, ce qui a déjà été publié et nous rajoutons des études, notamment sur l'animal et notamment sur l'écologie, c'est-à-dire effectivement l'impact de l'environnement sur la santé. Mais vous avez entendu les parents qui s'expriment dans notre reportage. Ils ont vraiment l'impression que les pouvoirs publics ont mis du temps à prendre cette affaire au sérieux et que les enquêtes n'ont pas été menées correctement. Par exemple, un questionnaire envoyé 7 ans après une grossesse, pour eux, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ? En tant que père, déjà, j'imagine parfaitement leurs souffrances, leurs interrogations et leur colère. Et je peux vous dire qu'en tant que directeur général de la santé, j'ai aussi besoin de comprendre et j'ai aussi envie d'avoir des explications à ce phénomène dramatique. Mais un questionnaire envoyé à ses parents, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il y a d'autres investigations qui sont menées, notamment sur le terrain ? Parce que nous, on a l'impression que Santé publique France, par exemple, n'a pas mené sur le terrain les investigations que notre journaliste a menées. Il y a eu des investigations de Santé publique France, il y a aussi d'autres enquêtes en cours. Vous avez parlé de l'Agence de sécurité sanitaire, mais il y a aussi des enjeux de médicaments, il y a aussi des enjeux d'exposition éventuellement à des radiations ionisantes. Toutes les pistes sont actuellement à l'étude. Mais est-ce qu'il y a des enquêtes de terrain ? Répondez-moi à cette question précise, il y a parce des que les enquêtes parents de terrain se parce plaignent qu'on de ne ça. voit pas forcément les enquêteurs sur le terrain, mais les données de terrain sont étudiées. Lors de la conférence de presse de Santé publique France, c'était le 4 octobre dernier, Bertrand Gagnère, qui est un épidémiologiste, affirmait qu'il n'y avait pas eu d'épandage de produits phytosanitaires lors des périodes à risque des grossesses en question. Notre reportage prouve exactement le contraire. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'ensemble des cas, et c'est ce que nous faisons actuellement avec les experts, les associations et les familles, pour s'assurer que l'ensemble des pistes ont été étudiées pour tous les cas que vous avez cités. D'accord, donc ça veut dire que Santé publique France s'est trompée à ce moment précis ? Ça veut dire que nous réétudions avec d'autres experts, et de façon beaucoup plus collégiale, toutes les données nationales. Est-ce que ce dossier des bébés sans bras ne repose pas en fait une question qui est beaucoup plus large, qui est le problème de la transparence en France ? Pourquoi n'y a-t-il pas de transparence sur les épandages de pesticides, par exemple, sur les essais de produits phytosanitaires qui sont faits en pleine terre ? Et on a vu dans notre reportage que quand on appelle le ministère de l'Agriculture sur ce dossier précis, on n'a pas de réponse. Alors je peux vous garantir que du côté du ministère de la Santé, l'ensemble des données sur les maladies, l'ensemble des données sur la qualité de l'eau sont accessibles au grand public. Oui, sur la qualité de l'eau, oui. Mais quand on s'adresse au ministère de l'Agriculture sur l'épandage de pesticides, non. Sur les essais en pleine terre, non. Mais vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de sites d'information grand public qui permettent de repérer un certain nombre d'informations sur les champs, sur les utilisations de produits. Donc on va progresser tous ensemble avec l'ensemble de l'expertise nationale pour favoriser cette transparence, parce qu'on a vraiment besoin de cette transparence pour avancer, pour trouver des solutions. Alors, vous avez promis un rapport d'étape fin juin, on est bien d'accord, hein, c'est bien Absolument. ça. Les parents l'attendent avec beaucoup d'impatience. Est-ce que vous vous engagez à leur remettre un rapport d'étape qui va contenir de vraies informations ? Absolument. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, aucune piste n'est priorisée. Toutes les pistes sont étudiées. Personne n'a la solution, mais on aura vraiment des solutions à leur proposer et on leur expliquera en direct, je les recevrai d'ailleurs, pour vraiment répondre à leurs interrogations et à leurs angoisses. Merci à vous, Jérôme Salomon. J'imagine que vous savez qu'il n'y a pas qu'en France que ces naissances inquiètent. En Angleterre aussi, des bébés sont nés sans main ou alors sans doigts. C'était au début des années 90 dans la petite ville de Corby. 18 familles se sont rassemblées pour tenter d'obtenir une réponse. Elles ont porté l'affaire en justice. Au cœur du dossier, des soupçons de pollution de l'air dans cet ancien bastion industriel. Et après 10 ans de procédure, elles ont obtenu une décision sans équivalent dans le monde. Les enfants de Corby, c'est un reportage de Pierre Monégier, Lou Cricorian et Emmanuel Lejeune. C'est une vieille histoire, dont on se souvient mal, dont on parle encore moins. Car il ne sert à rien de vivre dans le passé
de réveiller sans cesse une blessure qui ne guérira jamais. À la main gauche, Sarah Croft ne compte que 2 doigts. Son avant-bras est tordu et atrophié. Avec sa mère Caroline, elle a finalement accepté de nous recevoir quand nous leur avons parlé d'enfants nés sans bras, de l'autre côté de la Manche. Sarah a aujourd'hui 27 ans. Un travail, une maison, un fiancé. Elle ne cache plus sa main. Sa mère s'est libérée de la culpabilité qui l'a rongée pendant des années. Celle-là, je l'aime bien. Sur cette photo, elle est tournée dans ce sens. Son bras gauche est caché, vous voyez? Je pense que je ne le faisais pas consciemment, mais je le faisais, sans m'en rendre compte. Quand j'étais petite, tu m'interdisais de tirer sur ma manche pour cacher ma main. Ce n'est pas que je t'interdisais. Mais oui, au début, je tirais sur sa manche pour cacher sa main. Jusqu'à ce qu'elle ait 8 semaines, je dirais. Et à un moment, je me suis dit, si je n'arrête pas tout de suite, elle le fera toute sa vie. Alors j'ai arrêté. La malformation était indétectable à l'époque. Les médecins l'ont découverte à la naissance. Ils nous ont dit, c'est statistique, ce sont des choses qui arrivent. Sarah devait avoir 16 ans quand on a appris ce qu'il s'était vraiment passé. En 2008, elle rencontre 17 autres familles. Des ados du même âge, souffrant des mêmes malformations, dont les mères avaient été enceintes au même moment, au même endroit, à Corby, petite ville du centre de l'Angleterre. Ensemble, ces familles arrivent à la certitude que le handicap des enfants n'est pas le fruit du hasard. Ça a répondu à beaucoup d'interrogations que j'avais, auxquelles j'essayais de ne plus penser. Ça m'a permis de comprendre d'où c'était venu. Et vous, Sarah ? C'était bizarre de voir des gens avec la même main que moi. C'était la première fois que je voyais ça. Mais oui, comprendre ce qui s'était passé, ça a été un soulagement. Qu'est-il arrivé à Sarah et tous les autres? Comment ont obtenu justice ceux qu'on a appelés les enfants de Corby? La ville où ils sont nés était un bastion industriel, fondé sur l'acier. L'une des plus grandes usines de British Steel Works. Jusqu'à la crise des années 70 qui provoque la fermeture de l'usine en 1981 et des milliers d'emplois perdus. Pour survivre, Corby doit se réinventer. Les immenses terrains de l'aciérie, y compris ceux consacrés à l'enfouissement des déchets toxiques, sont déblayés pour faire place à de nouvelles entreprises. Une mutation à marche forcée. C'est à cette période que naissent les 18 de Corby. Des Collins est l'un des premiers à y avoir vu un lien. Il est avocat spécialisé en droit de l'environnement. L'usine d'acier était de ce côté. Et derrière, il y avait un immense terrain vague qu'ils utilisaient pour entreposer les déchets toxiques pendant 40 ans. À la fermeture de l'usine, la ville confie la dépollution du site aux ouvriers au chômage. On va se garer ici, et puis continuer à pied. Pendant 15 ans, il s'improvise nettoyeur d'un immense complexe industriel pour permettre à la ville de revendre les terrains situés derrière ses grilles.
Ça ressemblait à un champ de bataille. À l'époque où l'usine fonctionnait, c'était encore un peu organisé. Mais en 2 ou 3 ans, tout est devenu un chantier. Si l'usine était sale et polluante, la démolition fut pire encore. Jusqu'à 60 camions par jour chargés de déchets toxiques. Au lieu de mettre les déchets sur des camions bien fermés et bien nettoyés avant de quitter le site, ils utilisaient des camions non couverts. L'eau qui servait à les rincer était plus toxique encore, car ils utilisaient celle des mares toxiques du terrain pollué. Et pire encore, au lieu d'emmener tout ça proprement pour l'enfouir ailleurs via des petites routes de campagne, ils traversaient la ville. Les habitants de l'époque se souviennent d'un nuage rouge qui recouvrait la ville. Tachait l'herbe, le linge étendu à sécher, les fruits et légumes sur le marché. Mais beaucoup de substances déterrées étaient invisibles. Chrome, zinc et cadmium. Un métal lourd dont on sait qu'il provoque des malformations à la naissance chez les animaux. En 1999, l'avocat Des Collins rassemble les 18 familles et lance une action de groupe pour demander des comptes à la ville de Corby. Je serais vraiment en colère si j'apprenais que c'est parce que des gens ont été négligents ou paresseux qu'il nous est arrivé ça. Parce qu'on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait pour mériter ça. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait ça? C'est pas de notre faute. S'il y a quelqu'un qui est responsable, je veux savoir qui. Nous, on n'a rien fait de mal. Pour que ça n'arrive plus, que personne n'ait à vivre ce que nous avons vécu, c'est tout ce que je demande. Mais face aux familles, la ville continue de nier. Soutenue par nombre d'habitants fiers de leur passé industriel et souvent employés des chantiers mis en cause. Ça, c'est le musée consacré à l'usine d'acier. Sarah Ward est journaliste pour l'hebdomadaire local. La fonderie était dans cette direction. C'était loin d'ici ? 3 ou 4 kilomètres. Et il y avait une autre carrière de fer juste ici derrière. Elle a suivi le combat des familles depuis le début. Je faisais des articles toutes les 2 ou 3 semaines. Je restais en contact avec les familles, je suivais les opérations, car beaucoup de ces enfants ont dû être opérés. Je suivais l'affaire au niveau judiciaire. Ça faisait la une du journal. Tout le monde à Corby était au courant. Mais à l'époque, on ne parle quasiment pas de particules fines, ni de métaux lourds, et encore moins de possibles malformations causées par des substances invisibles. Moi, je les croyais. Ça faisait trop de coïncidences. Quand vous discutiez avec les familles, forcément, vous vouliez en savoir plus. Ces familles étaient voisines, c'étaient des amis. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et bien sûr, on savait tous que l'usine produisait des déchets toxiques. Mais les gens ne voulaient pas qu'on dise du mal de leur usine, car ils y tenaient. Elle avait donné du travail à beaucoup de monde, elle avait souvent changé leur vie. À cause de ça, ils refusaient de s'intéresser à l'affaire. Et le conseil municipal s'est vraiment mal comporté envers les enfants et leurs familles. Ils ont dit aux habitants, si la ville est condamnée à indemniser les familles, ce seront vos impôts qui paieront les dédommagements. C'est assez mesquin, mais ils l'ont dit. Isolées, découragées, certaines familles envisagent d'abandonner. Jusque-là, jamais un lien n'a pu être établi entre contamination de l'air et malformation. Les recours juridiques sont minces, la recherche scientifique à la traîne. Mais leur avocat s'obstine, accepte de n'être payé qu'en cas de victoire et continue la procédure gratuitement pendant plus de 10 ans. Il faut établir qu'il y a un cluster, un nombre anormal de naissances de ce type.
Et la difficulté, c'est que les avocats n'ont pas accès à ces données. Coup de chance pour Des Collins, ce sont les autorités locales elles-mêmes qui forcent les hôpitaux à ouvrir leurs registres, espérant tuer dans l'œuf toute la procédure. Or, les malformations sont bien 3 fois plus importantes à Corby que dans les villes voisines, et les bilans médicaux des parents excluent toute cause génétique. Nos adversaires ont dit « ça ne suffit pas. Peut-être que vous n'avez pas d'autre explication, mais vous ne pouvez pas prouver un lien irréfutable. » Et les épidémiologistes et statisticiens ont répondu « si. Dès lors que toute autre hypothèse est exclue, ceci est la cause probable. » En 2009, la Haute Cour de Londres donne raison aux familles. La ville est reconnue coupable de négligence dans la gestion des déchets toxiques qui ont vraisemblablement causé les malformations dont souffrent les enfants. Corby verse à chacun une compensation d'un montant confidentiel, mais impose une clause rarissime à leur avocat. Notre cabinet n'a plus le droit de poursuivre la ville en justice sur ce type de dossier. Je crois qu'ils savaient qu'on avait d'autres dossiers en préparation et ils ne voulaient pas qu'on les attaque à nouveau. C'est fréquent, ce genre de clause? Non, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et je n'ai jamais vu ça par la suite. Pourquoi cette chape de plomb, encore aujourd'hui? Les responsables de l'époque sont pour la plupart décédés. Les autorités actuelles ont refusé de nous rencontrer. Les 18 de Corby ont-ils été les seules victimes de la désindustrialisation brutale des années 80? Mark Neville est persuadé que non. Photographe et lanceur d'alerte, il a passé plus d'1 an à Corby, avant et après le jugement. Compilé témoignages, photos, rapports d'enquête et comptes rendus scientifiques autour de l'affaire. Ça, c'est l'un des garçons nés avec une malformation. Ben, il est né avec 2 doigts et le pouce sur cette main. Une grande partie de la communauté à Corby s'est retournée contre ces familles, car ce sont leurs impôts qui ont finalement payé les compensations versées aux enfants. Ce qui est doublement cruel. Imaginez, ces enfants sont nés avec ces malformations, ils ont dû apprendre à vivre avec, puis mener un combat judiciaire de 10 ans, pour finalement être rejetés par leurs voisins, qui ont dû payer les indemnités. Ils sont 3 fois victimes en réalité. Dans son livre, il mêle les enfants atteints de malformations au reste de la population. Car selon lui, tous les habitants de Corby ont été exposés aux mêmes particules et aux mêmes métaux lourds. Le cadmium, les dioxines, tous ces polluants qui sont sous-particulaires, c'est-à-dire qui pénètrent jusque dans votre système sanguin, peuvent causer des malformations chez le fœtus. On l'a vu avec les 18 de Corby. Mais il y a sûrement eu d'autres conséquences pour l'ensemble de la population. Des cancers, des morts prématurées. Autant de choses qui sont mal détectées, qui passent inaperçues. Et c'est impossible à prouver. Il a adressé son livre à l'ensemble des 433 boroughs, les municipalités d'Angleterre, pour éviter de nouveaux Corby. 5 seulement lui ont répondu. Sarah Croft et sa mère Caroline ont quitté la région, comme la plupart des familles, pour s'installer au grand air. On ignore encore si les poussières toxiques de Corby auront un impact sur leur santé future. Après des années de rééducation,
d'opérations et de procédures, les 18 de Corbie ont accepté les excuses de la ville et choisi de ne plus regarder derrière elles. Le visage de Simone Veil, barré d'une croix gammée, un cimetière profané dans le Bas-Rhin, des inscriptions visant les Juifs en plein Paris. Vous avez certainement vu ces images choquantes ces dernières semaines, celles d'un antisémitisme qui se banalise. Ce soir, vous allez entendre des victimes de cette haine qui ne recule pas. Des plaisanteries de très mauvais goût, des insultes, des menaces de mort et même des agressions. Ces citoyens qui se sentaient hier en sécurité redoutent aujourd'hui de marcher dans la rue ou de rentrer chez eux. L'antisémitisme au quotidien, c'est un reportage d'Élise Menand, Christian Autin, Baptiste Lègle et Amandine Stelletta. Juste après, nous recevrons un invité exceptionnel. Robert Badinter a tenu à s'exprimer sur ce sujet. Pour Olivier Feldman, les rues de la Garenne-Colombes ont perdu de leur tranquillité. Il sursaute au moindre bruit, se méfie de chaque personne qu'il croise. Cela fait 15 ans qu'il vit dans cette banlieue parisienne d'ordinaire paisible. Mais fin février, lui et sa famille ont été pris pour cible parce qu'ils sont juifs. Lundi soir, ma fille rentre du lycée. Elle ouvre la porte et elle m'interpelle et en fait, on a découvert une croix gammée qui se trouvait juste en dessous de la mezouza. Sous la mezouza, ce petit bout de parchemin censé protéger les foyers des Juifs, le signe nazi. La croix gammée est à l'envers, mais pour Olivier Feldman, elle a quand même l'effet d'un coup de poing. Ça m'a glacé le sang, tout de suite. Glacé le sang et puis tout de suite un sentiment de colère. On s'est pris une énorme claque dans la figure et ça m'a mis KO pendant une bonne heure, le temps de réagir, voilà, le temps de se dire qu'est-ce qui se passe. Olivier Feldman appelle la police, qui vient très vite relever les empreintes. 2 jours plus tard, c'est sa fille de 16 ans qui est cette fois visée. Elle reçoit une lettre anonyme dont les propos terrifient toute la famille. T'es juif, t'es une sous-race de merde qui sert juste à piller la France, notre France, pas la tienne. Il faut comprendre aussi, 1939 est pas fini. Hitler est pas mort. Il vit dans nos cœurs et toi t'es juste destiné à être comme tes putains d'ancêtres, gazer, mourir sous les coups des puissants, c'est ta destinée. Ce soir on ira prier à ta mort. C'est signé d'une croix gammée et marqué Vive Hitler. Leur fille est menacée de mort. La famille est effondrée. À peine elle pose le papier sur la table, elle fond en sanglots parce qu'elle comprend pas. Et ça fait mal parce que moi, dans mon enfance, j'ai été bercé par ces mots-là. C'est des mots que j'ai entendus raconter par mes grands-parents qui ont vécu la Shoah et qui ont vécu ça. On a l'impression d'entendre ce qui s'est passé il y a 70 ans et de se dire c'est quand que ça va finir. Qui a pu écrire ces mots ? La première phrase donne peut-être un indice. Alors, on envoie ses parents appeler les keufs quand on dessine la vérité sur les portes ? Le ou les auteurs savent donc qu'Olivier Feldman a porté plainte pour la croix gammée. Serait-ce un habitant de l'immeuble ? Une connaissance ? Pour arriver jusqu'à la porte de l'appartement, il faut 2 codes d'entrée. Ça me fait peur parce que si en effet c'est un voisin ou une connaissance, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre à côté de cette personne-là ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à croiser son regard ? Je pense pas, non. Olivier Feldman ne soupçonne personne en particulier. C'est la première fois qu'il est menacé parce qu'il est juif. Monsieur Feldman, bonjour. Nicolas Salomon. Merci. Enchanté. Ce jour-là, il rencontre son avocat. Légèrement à droite. Vous avez des suspicions ?
Aucune. 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 La lettre, elle est nominative. Ouais. C'est contre votre fille. Dans son entourage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à l'école? Elle est lycéenne, ouais. Lycéenne. Ouais. Elle est dans une école laïque depuis le début. Elle fréquente des juifs, des musulmans, des catholiques. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. La police a pris l'affaire très au sérieux. L'enquête est en cours. Mais selon l'avocat, dans ce genre de dossier, il est rare de retrouver les coupables. Le problème, c'est que si l'auteur de cette lettre n'est jamais passé entre les mains de la police, s'il n'a jamais fait de garde à vue, si on n'a pas d'abord prélevé son ADN ou ses traces papillaires, on ne découvrira pas qui il est, sauf s'il passe dans 6 mois, 12 mois, 3 ans entre les mains de la police, et qu'à ce moment-là, il y aura un recoupement. Olivier Feldman ne saura peut-être jamais qui menace sa famille. Au même moment, au mois de février, une série d'actes antisémites a agité le pays. Des croix gammées sont taguées sur le portrait de Simone Veil. En Alsace, 80 tombes sont profanées au cimetière juif de Quatzenheim. À Paris, Alain Finkielkraut est insulté et menacé par des gilets jaunes. Depuis le début des années 2000, il y a en moyenne 500 actes anti-juifs par an. Pourquoi une telle violence? Y a-t-il une banalisation des propos haineux, des clichés? Comment les victimes vivent-elles cet antisémitisme ordinaire? L'antisémitisme commence parfois par une très mauvaise blague. Des mots prononcés au nom de l'humour qui peuvent être dévastateurs. Rose dit avoir été harcelée pendant 1 an à l'université. Encore fragile, elle ne montrera pas son visage. À la rentrée 2017, elle est en 2e année de médecine à la faculté de Bobigny. Elle se fait rapidement un nouveau groupe d'amis. Au sein de ce groupe d'amis régnait un humour noir. On parlait avec des blagues sur les Portugais, les Noirs, les musulmans, les homosexuels, les Juifs, les migrants. Et en fait, rapidement, les Juifs ont été beaucoup plus ciblés parce que je répondais, disons, par le négatif à leur humour. C'est surtout sur les réseaux sociaux, dans des discussions privées dont elle fait partie, que ses amis s'expriment. Donc ça, par exemple, c'est la conversation où on organisait un cadeau commun et on lit « est un juif, il veut revenir mais ne payera rien. J'ai pas compris pourquoi t'as autant de méchanceté gratuite. T'es pas juif pourtant. Méchanceté gratuite, juif, mais rien n'est gratuit chez les juifs. » Selon Rose, au fil des mois, les clichés antisémites deviennent pour certains une obsession, jusqu'à établir un classement des bons et des mauvais juifs. Et après, il y en a un qui propose de nous classer. Donc il écrit « Venez, on les classe par niveau. » Alors Rose, juif de niveau 75, prestige 4, prête à tout pour la communauté. Juif de niveau 31, impliqué, mais capacité à traîner avec des non-juifs. Et enfin, on répond « Nouvelle recrue, prêt à trahir son camp à tout moment. » Moi, ça me fait largement penser à ce qui se passait sous l'Allemagne nazie lorsqu'on répertoriait les juifs avec des noms, avec leurs différentes pratiques, et qu'après, on les a envoyés dans les camps parce qu'on avait des listes de juifs. Là, ils sont en train de faire une liste de juifs. Dès les premières blagues, Rose aurait menacé de partir du groupe. Comment ils réagissent quand vous dites stop ? Très mal. C'est moi qui n'ai pas d'humour, c'est moi qui n'ai pas de second degré. Je n'ai pas d'ironie, je suis pas drôle. C'est toujours ce qui m'est reproché. On me dit, mais t'es dans l'excès, quoi. T'en fais vraiment une montagne pour pas grand-chose. Un jour de mai, Rose dit avoir été accueillie par un salut nazi, par l'une de ses camarades. Elle quitte les conversations et prend ses distances. Mais quelques mois plus tard, elle découvre que les blagues ont pris une tournure encore plus inquiétante. On en arrive à cette conversation
l'organisation du week-end d'intégration 2019, un des étudiants propose un thème sur les juifs vs les nazis. Et après, on surenchérit, je suis Hitler, c'est réservé. Je suis Hitler, c'est réservé. Je suis Hitler, c'est réservé. Son rôle dans le week-end d'intégration, c'était d'intégrer Hitler. Et là, on a un photomontage. C'est censé être l'affiche représentant le week-end d'intégration 2019 avec la présidente du week-end d'intégration qui est grimée en soldat nazi et la photo d'un étudiant juif brûlant dans des flammes. Je comprends pas comment on peut rire de 6 millions de juifs assassinés. Je comprends pas comment on peut nous classer comme des animaux. C'est pas possible. On fait pas ça en 2019 dans une faculté de médecine. On vient tous de milieux plutôt favorisés, donc on n'est pas dans l'ignorance. Et donc à aucun moment, j'estime que ça peut être une forme d'humour. Cette fois-ci, en octobre dernier, Rose décide de porter plainte contre 8 de ses camarades, dont un étudiant juif qui aurait lui aussi réalisé des photomontages antisémites. Accompagnée de sa mère, elle raconte tout à la police. Rose a brisé la loi du silence. Et selon elle, elle va en payer le prix. Petit à petit, les étudiants ne m'adressent plus la parole, donc je suis traitée de traître. Devant les amphithéâtres, on me nomme le cancer des promotions. On ne m'adresse plus la parole, on m'insulte à voix basse, mais de manière assez audible pour que je puisse l'entendre. On me pointe du doigt, je suis toute seule, j'ai plus d'amis. Donc je suis pratiquement réduite à l'état de cadavre social. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. La jeune femme n'endort plus. Elle continue d'aller en cours, mais la boule au ventre. À partir de la plainte, j'ai accompagné ma fille tous les matins et je suis revenue la chercher à toutes les sorties. Je rentrais ma voiture à l'intérieur de la fac. J'avais peur pour sa sécurité. Je restais jusqu'à temps qu'elle soit rentrée dans l'amphithéâtre avec le professeur. Au bout d'un mois, Rose craque et change d'université. Les 8 étudiants contre lesquels elle a porté plainte sont toujours là. Au mois de janvier, ils sont passés devant un conseil de discipline composé de professeurs et d'étudiants. Seul l'un d'entre eux a été exclu pour 2 mois fermes. Les 7 autres ont bénéficié d'un non-lieu de la part de l'université. Nous avons tenté de joindre ces étudiants. Au téléphone, l'un d'eux réfute les accusations d'antisémitisme, affirme que leurs écrits ont été sortis de leur contexte. Ils parlent d'une vengeance, sans en dire plus. Le président de l'université, Jean-Pierre Astruc, ne faisait pas partie de la commission disciplinaire. Mais il en justifie la décision. Si les personnes à l'unanimité ont voté des non-lieux, c'est qu'ils ont pensé que les propos, c'était des propos de bande de jeunes, je dirais, dans des moments, je dirais, pas obligatoirement lucides, hein, et qui ont déliré sur tout. Alors, déliré, moi je vais reprendre quand même des propos. Rien n'est gratuit chez les juifs, antisémite, bienvenue, il brûle wesh ce sale juif, ça c'est pas de l'antisémitisme? Ces propos-là sont totalement, si vous préférez, pris dans le contexte, et vous avez entièrement raison, c'est de l'antisémitisme. Mais il faut mettre ça dans le contexte global de cette bande de jeunes qui, pour se faire valoir, en rajoutaient à tous les niveaux. Et au niveau racisme, antisémitisme, sexiste, etc., etc. D'accord, donc c'est encore pire. Ils ne sont pas seulement antisémites, ils sont aussi racistes, homophobes. Ils sont tous, mais oui, la bande des 9 sont, dans leurs propos, quand ils se lâchent, ils n'ont pas pris conscience des horreurs qu'ils écrivaient. Et à tous les niveaux. C'est condamnable. C'est pas possible que les jeunes comprennent pas que les écrits de ce type-là, ce sont des écrits insoutenables. C'est pas possible que des gens qui vont être des futurs médecins puissent écrire ce genre de trucs. D'accord, donc c'est pas possible, mais on ne prend pas de sanctions. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est pas qu'on ne prend pas de sanctions. Il y a une commission qui a jugé qu'il n'y avait pas de sanctions à prendre. C'est comme ça. Selon le président, l'université n'a pas pris de sanctions car les propos ont été tenus sur des messages privés. Si vous me faites, chez vous, vous faites des propos racistes, je ne peux pas vous condamner. Même si vous êtes étudiante chez moi. Si vous préférez, il y aurait eu le 10e, le 100e de ces propos en public, la sanction aurait été forte.
Sur le plan judiciaire, la plainte de Rose a d'abord été classée. Elle s'est constituée partie civile pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Le harcèlement en ligne, avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme, est un délit passible de prison. Les actes antisémites ont été multipliés par 5 au début des années 2000 et ne baissent pas depuis. Pour y faire face, une quarantaine d'avocats, tous juifs, ont créé il y a 5 ans l'OJE, l'Organisation juive européenne. On a un ordre du jour qui est chargé ce soir. Une fois par mois, ils se réunissent pour se répartir les dossiers d'antisémitisme. On a la nouvelle profanation là, de ce cimetière Quatenzheim et le cimetière de Champagne au Mont d'Or. On en est où exactement? Il y avait une plainte qui devait être rédigée. Oui, elle est quasiment finalisée. Profanation, croix gammée, agression. Ils traitent environ 80 affaires par mois, tous bénévolement. Un engagement militant face à une situation devenue pour eux insoutenable. Je veux que mes enfants puissent marcher dans la rue avec la tête haute. Je veux que mes parents, mes grands-parents, les âgés, les plus jeunes, que tout le monde puisse marcher en ayant une sensation de liberté à laquelle on a droit et à laquelle on aspire tous et que nous n'avons plus. Les avocats traquent les messages de haine, en particulier sur Internet. Et on va sur le diplôme du plus gros Salra juif, que tu peux télécharger, que tu peux imprimer, que tu peux offrir. Anthony, tu peux regarder le nombre de vues, voir si c'est un site qui est fréquenté, voir un petit peu ce que ça draine, si on a des commentaires antisémites derrière. Nous sommes convaincus, nous, ici, à l'OJE, qu'en fait, ces infractions de haine verbale, elles ont ensuite une traduction dans les passages à l'acte. Alors, quand on est derrière son ordi chez soi le soir, c'est facile d'envoyer un message. Mais quand on lit les autres messages et qu'on est invité par les autres à cette haine, à cette escalade de la violence antisémite, eh bien le lendemain, sur des esprits un peu plus faibles, un peu moins bien construits, un peu moins structurés peut-être, il va y avoir certains passages à l'acte. Selon ces avocats, la banalisation des propos antisémites peut déclencher des violences physiques. C'est ce qui serait arrivé à un couple de retraités dans cette banlieue pavillonnaire de Seine-Saint-Denis. Un vieux cliché sur les juifs et l'argent aurait dégénéré en agression. Mireille et Roger Pinto en sont convaincus. C'est parce qu'ils sont juifs, connus dans leur ville, qu'ils ont été séquestrés et cambriolés par 3 hommes en septembre 2017. Ils ont scié le barreau, ici. Il a cassé la fenêtre et passé par là. Ils sont allés au garage et ils ont éteint le compteur. Ils ont coupé l'électricité. Ils ont coupé l'électricité. Une fois à l'intérieur, les 3 hommes s'en prennent d'abord au fils, David. Puis l'un d'entre eux attaque Mireille. Il m'a attrapé par là, il m'a serré fortement et comme je criais, je me débattais, il m'a jeté par terre. Ici, là, voilà, exactement. Ça va être dans ce sens. Et mon mari a entendu des cris, il est descendu. Il n'a pas eu le temps de franchir le seuil de la porte. Tout de suite, le deuxième lui est tombé dessus, l'a jeté par terre et à coups de poing sur la tête, il est monté sur lui, le tabassé. Et je me suis levé complètement massacré, parce qu'il a tenu à me mettre hors d'état de service. Il était caché, là. Je ne savais pas, bien entendu. D'autant plus qu'un avait un couteau qu'il mettait dans la gorge de mon mari. Si je bougeais, il suffisait qu'il appuie pour me toucher le cerveau. Ils conduisent ensuite la famille Pinto à l'étage et leur ligotent les poignets. C'est à ce moment-là que Mireille et Roger comprennent qu'ils seraient pris pour cible parce que juifs. Il a dit, vous êtes juif, vous êtes riche, vous avez de l'argent, alors maintenant, vous allez nous donner l'argent, les bijoux, le coffre. Alors nous, on a dit, on n'a pas de coffre. On n'a pas de coffre. Si vous êtes riche, vous êtes juif, vous devez avoir un coffre. Les cambrioleurs mettent la maison sans dessus-dessous.
Au bout de 2 heures, ils prennent la fuite avec des bijoux, des montres et plusieurs cartes bleues. 1 an et demi après les faits, la famille Pinto est encore sous le choc. Au début, j'avais des cauchemars, je les voyais sans cesse, je les voyais arriver, je criais, je poussais des cris dans la nuit. Et donc, à l'heure actuelle, encore, 1 an et demi après, je ne me supporte plus ici. Mireille et Roger Pinto ont mis leur maison en vente. Ils ne peuvent plus vivre au milieu de leurs cauchemars. Pour tourner la page, il reste encore l'étape de la justice. Ce jour-là, ils vont revoir leurs agresseurs présumés pour la première fois. Ils sont convoqués au tribunal de Bobigny pour une confrontation. Je pense que c'est un moment très, très, très dur et tout ressurgit de toute façon. 2 des agresseurs présumés nient les faits. Le 3e reconnaît le vol et la séquestration, mais pas les propos antisémites. Derrière cette porte, c'est parole contre parole. Le face-à-face va durer 4 heures. Je sors quand même, si vous voulez, avec un sentiment, enfin peut-être la vérité va éclater, on va reconnaître ce qu'ils nous ont fait. Pour les avocats, reconnaître le caractère antisémite de cette agression est essentiel pour faire évoluer les mentalités. Il faut bien que vous compreniez que dans cette affaire, nous ne sommes pas sur un antisémitisme intellectuel. On n'est pas sur de la haine du juif pour le juif. On est sur de la bêtise de l'antisémitisme crasse, de gens qui considèrent que le juif, c'est celui qui a de l'argent. Mais cet antisémitisme-là, en France, il a déjà tué par le passé. Il va continuer à tuer et on a besoin de faire un travail pédagogique. Mireille et Roger Pinto sauront dans quelques semaines s'ils ont obtenu gain de cause. Comment sortir de la banalisation des propos antisémites? Comment déconstruire ces préjugés? Pour Jocelyn et Florène, le travail pédagogique commence à l'école. Tous 2 font partie de l'association Coexister, qui fait de la sensibilisation auprès des jeunes. Ce jour-là, ils rencontrent des élèves de 3e dans un établissement privé de Seine-Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes réveillés? Bof, ouais. Ok. Bon. Je vais vous distribuer un petit papier. Vous allez avoir un papier chacun. Là, on se prend 5 bonnes minutes pour le faire, ça vous va? Les élèves vont remplir un questionnaire. Ils doivent écrire ce qu'ils associent aux 3 grandes religions. Le but, faire ressortir les clichés. Les réponses sont ensuite projetées au tableau. Dans la colonne juif, on lit « Israël qui oppresse la Palestine »,« Hitler »,« Déportation »,« Shoah ». Et comme à chaque intervention de l'association, le mot « argent ». Pour déconstruire ce préjugé, les élèves vont discuter de son origine. Il y a ce mot qui est ressorti, qui voudrait réagir sur ça. Oui. Je pense qu'on ne peut pas définir la richesse de quelqu'un par rapport à sa religion. Est-ce que vous arrivez à savoir d'où ça vient que je fais une blague sur ça Ouais. J'avais déjà vu dans un documentaire qu'à l'époque, les Juifs, c'était souvent des commerçants et qui vendaient par exemple des toiles ou des choses comme ça aux nobles. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, les gens disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Du coup, c'est lié à l'histoire. C'est lié à ça, voilà. Ok, ouais, c'est une très bonne remarque. Ça, je crois que c'est plutôt... on avait interdit aux Juifs certains métiers. Et du coup, la plupart des Juifs faisaient des métiers en rapport avec l'argent. Et du coup, c'est resté comme stéréotype, comme quoi les Juifs avaient un rapport avec l'argent assez, comment dire, puissant. Je sais pas si c'est le bon mot. Vous soulevez tous les deux des points très intéressants. Là où c'est apparu vraiment au début, c'est au Moyen-Âge. Et en effet, on a interdit les Juifs de pratiquer certains métiers.
Et on a surtout interdit aux chrétiens à ce moment-là de pratiquer le prêt d'argent à court terme, en fait. Au final, pourquoi on vous dit ça aussi? C'est parce qu'on a tous une responsabilité collective là-dedans. C'est pas aux Juifs de déconstruire le préjugé de l'argent, c'est à vous de dire, en fait, tu sais que ça vient du Moyen-Âge, ce que tu dis, donc en fait, ta blague, elle est hyper ringarde et il faudrait peut-être évoluer avec ton temps. C'est aussi pour ça qu'on fait ces interventions en milieu scolaire, pour que vous ayez les clés après, pour empêcher que des préjugés sincères dans la société perdurent et que ça donne lieu à des actes terribles, en fait. L'association a déjà rencontré 130 000 élèves. Rose, la jeune étudiante en médecine, a décidé elle aussi de s'engager à sa manière contre l'antisémitisme. La veille, elle a visité le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne avec Élie Buzyn, un rescapé de la Shoah qu'elle voit régulièrement depuis ses problèmes à l'université. Comment t'as trouvé le voyage d'hier, ça va? Je trouvais ça très dur. Dur? C'était dur d'imaginer l'inimaginable. C'était très émouvant de fermer les yeux, d'adopter une minute de silence, etc. Même le chant des oiseaux et le bruit du vent, ça suffit pas à atténuer cette espèce de silence de mort qui règne à Auschwitz. Depuis ce voyage, Rose est encore plus déterminée à se battre. Je le fais pour les générations à venir, pour qu'elles n'aient pas à vivre la même chose que moi. Je le fais également pour nos ancêtres, pour que plus jamais leurs petits-enfants, leurs enfants ne subissent la même chose qu'eux. Donc j'applique mon devoir de mémoire et j'essaye d'être le témoin de témoins. Rose veut transmettre l'histoire d'Élie Buzyn. À l'heure où les rescapés de la Shoah vieillissent et disparaissent, pour que leurs paroles ne soient pas oubliées. Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de voir notre reportage quand vous voyez des Juifs de France qui aujourd'hui redoutent de vivre dans leur propre pays. Quelle est votre réaction? Écoutez, je tiens à le dire d'abord, évidemment c'est une réaction émotionnelle très vive. Je tiens à dire aussi que les situations ne sont en rien comparables avec ce que j'ai connu adolescent. J'ai vécu, moi, l'occupation. J'avais entre 12 et 16 ans. C'est un âge auquel la mémoire est très vive. Je n'ai rien oublié. Ça n'a pas de rapport avec ce qui fut et qui était un antisémitisme d'État organisé, délibéré, pour éliminer et pour finir pour génocider. Ça, il faut bien mesurer que la sensibilité extrême des Juifs à l'égard de leur histoire s'explique par la tragédie même de cette histoire. Il ne faut jamais oublier, et comment le pourrais-je, que pendant l'occupation, pendant la guerre, ces 6 millions de Juifs qui ont disparu, 6 millions de personnes, vous imaginez ce que cela veut dire, femmes, enfants, vieillards, hommes, disparus, anéantis, génocidés. Et dès lors, à chaque fois que se lève l'antisémitisme, d'abord on est stupéfié d'horreur en disant « c'est pas possible, moi c'est ce que je ressens, jamais j'aurais cru revoir ça de mon vivant ». Et bien entendu, on fait la différence. Mais est-ce que vous imaginiez, par exemple, voir de tels actes au XXIe siècle? Je pense notamment au portrait de Simone Veil qui a été barré d'une croix gammée. Vous l'imaginiez, ça? Je le constate. Je ne l'imagine pas. Je ne l'aurais pas cru concevable. Mais je le constate. C'est fait. Et c'est l'expression de quoi? Et de la haine antisémite. C'est aussi constant et simple que cela. Que ce soit une infamie, c'est évident. Mais quel est le sens de cette infamie et pourquoi cette permanence?
France. Qu'est-ce que vous leur dites droit dans les yeux aux antisémites qui se permettent de faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, comme hier, comme toujours, ils sont la honte de l'histoire. Et une des formes, et pas des moindres, des lèpres de l'humanité, comme toutes les formes du poison raciste. Oui, je le dis clairement, c'est cela, l'antisémitisme. Est-ce que vous avez le sentiment d'une libération de la parole, d'une banalisation des actes antisémites? Je pense aussi aux réseaux sociaux, avec des antisémites qui avancent masqués et qui, du coup, se permettent tout. Oui, bien sûr. Le risque est nul. Alors, je dirais à l'infamie s'ajoute la lâcheté. C'est si commode d'insulter, de menacer, de diffamer quand on ne risque rien. Il est certain que aujourd'hui, l'utilisation, le recours massif au numérique, aux plateformes, vous avez raison de le dire, pose des problèmes dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme plus généralement. Plus généralement, mais je le dis clairement, c'est très difficile. C'est très difficile parce que notamment la législation des États-Unis est à cet égard extrêmement propice au développement de la propagande raciste. Vous avez dit, si Goebbels avait eu accès aux réseaux sociaux, ça aurait été une catastrophe. Je le pense. Je le pense quand j'écoute et que je vois ce qui est fait dans le domaine de l'antisémitisme. Je me dis, si Goebbels avait eu ça à sa disposition, certainement cela aurait exercé encore plus de ravages que ce qu'était la propagande nazie, dont elle revêt certains traits. Est-ce qu'il faut inventer, d'après vous, de nouvelles réponses? Parce qu'il y a un arsenal législatif qui est assez sévère, mais apparemment... Il faut une prise de conscience. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'accumulation des textes. Nous avons un arsenal législatif. C'est vrai que sur le plan international, il y a le problème de la localisation des sites et des plateformes qui favorisent grandement aujourd'hui la diffusion du racisme et de l'antisémitisme. C'est absolument certain. C'est un aspect particulier et très difficile à résoudre à cause, en effet, de la diversité des législations et des possibilités d'installer où on veut les plateformes. Mais ce que je voudrais, mais par-dessus tout, c'est qu'on prenne conscience de l'absurdité criminelle et du racisme et notamment de l'antisémitisme. Donc moi, ça m'a toujours mis hors de moi. Quelquefois, je le dis brutalement, être antisémite, c'est être un con. Parce que c'est un ramassis de sottises, de mensonges et de crimes. Et adhérer au racisme, au mensonge et au crime, c'est être au mieux un imbécile, au mieux, au pire, un criminel. Vous parlez de prise de conscience. Vous dites qu'elle est nécessaire, impérative. Comment elle doit se passer, cette prise de conscience? Par qui elle doit passer? Par les moyens classiques, l'éducation, par les moyens extrêmes, évidemment, c'est-à-dire la répression. Mais moi, je dis, c'est plus dans les têtes que s'inscrit le combat que dans les palais de justice. Non pas qu'il ne faille pas des lois et de la fermeté dans la mise en œuvre des lois, dans ce domaine comme dans les autres. Mais je le dis clairement, c'est au niveau des esprits et des cœurs que se joue la lutte contre l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme. C'est une infamie. N'est-ce pas? Quand, petit adolescent, j'allais au Palais Berlitz, à Paris, en pleine occupation. Oui, en pleine guerre. Pour voir, oui, pleine occupation, en pleine guerre, pour voir, en cachette de mes parents, qu'il avait interdit à mon frère et à moi l'exposition Palais Berlitz, les Juifs et la France. C'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes abominations et les mêmes stupidités. Et je retrouve là quoi? Je retrouve maintenant, exhumé, mais toujours vivant, certains diraient comme les vampires, mais je les retrouve, quoi? Les mêmes vieux thèmes
le complot juif mondial, la mise sous le contrôle de l'or juif de tous les établissements financiers, les politiciens qui sont aux ordres de qui? Rothschild? Voyons. Mais dans quel monde? Et voir reprendre ça des décennies après les horreurs de l'occupation, comment voudriez-vous qu'un vieil homme comme moi ne s'émeuve pas? Merci à vous, Robert Badinter. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Nos reportages et cette interview de Robert Badinter restent bien sûr disponibles sur notre site franceinfo.fr. Excellente fin de soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Complément d'enquête. Avec vous, Jacques Cardoz.